Le premier sujet du jour est un sujet national puisqu'un nouveau rapport de l'Office central de la police vient de tomber et concerne une des conséquences inattendues du surtourisme au Japon, à savoir le tourisme sexuel, qui est devenu, comme le disent les dépêches que j'ai pu lire et puis les échanges que j'ai pu voir et écouter, un revers de la médaille de l'explosion du tourisme de masse, surtout là où la vie nocturne est assez présente, notamment là vous voyez la belle illustration au Kabukicho, mais ça existe aussi à Nakasu, notamment à Fukuoka et dans d'autres qu'on appelle quartiers rouges, mais de moins en moins localisés, qui tendance à se délocaliser dans des petits quartiers, dans beaucoup de parcs. Voilà. Un nombre croissant, je vais vous lire le résumé que j'en ai fait, un nombre croissant d'hommes étrangers affluent dans les quartiers après avoir vu des vidéos et des pubs sur les réseaux sociaux, et c'est vrai qu'on en trouve de plus en plus, qui sont doublés par l'IA, notamment en langues étrangères. C'est devenu une véritable attraction touristique, je cite. Une jeune femme anonyme qui témoignait dans un des reportages que j'ai regardé pour le petit satellite de ce soir, et qu'elle dit aussi qu'aujourd'hui, en 2025, environ la moitié de ses clients sont étrangers. Une prostituée japonaise de 22 ans qui officie au Kabukicho explique, comme ils ne peuvent pas communiquer en japonais, ils écrivent combien ça coûte sur leur téléphone à l'aide du traducteur automatique. Ils font quasiment tous comme ça et négocient. Les hommes qui fréquentent les parcs où sont les prostituées viennent pour partie de Corée du Sud, de Chine, de Taïwan, mais de plus en plus et en grande majorité, surtout d'Amérique du Nord et d'Europe. La notoriété internationale s'est accrue, donc elle parle, là c'est la reportrice qui parlait, en partie grâce aux vidéos diffusées sur les réseaux sociaux comme TikTok, ou sur le site chinois, je vais y arriver, Bilibili, mais aussi sur les plateformes comme Pornhub et d'autres qui n'hésitent pas à diffuser des vidéos souvent volées lors des actes avec les prostituées. Les vidéos sont souvent tournées sans consentement, parfois en direct, et certaines ont cumulé des centaines de milliers, voire des millions de vues. Liées, donc la jeune prostituée et d'autres se disent travailleuses indépendantes sans l'intervention de proxénètes grâce à l'avènement des réseaux sociaux. Elles amènent leurs clients dans des love hotels à proximité. Elles disent que en ce moment, maintenant, le prix moyen se situe entre 15 000 et 30 000 yens, ce qui est beaucoup moins qu'auparavant. Mais les femmes en question, les femmes qui témoignent, subissent de plus en plus des pressions des clients pour baisser leur prix. Une des jeunes prostituées, alors je n'ai pas noté laquelle, explique « Avant, les rares étrangers avaient tendance à ne pas négocier les prix et nous donner généralement plus. » Là, une autre jeune prostituée, Azu, sa copine de 19 ans, assise à côté d'elle, partage cet avis et rajoute « Dans le meilleur des cas, je peux facturer 20 000 yens de l'heure avec préservatif, parfois un peu plus, mais les hommes européens surtout, et principalement, demandent sans préservatif. Certaines filles le font, pas moins. » C'est une nouvelle demande aussi, alors je comprends pas l'intérêt, il faudra peut-être m'expliquer en commentaire, dites-moi quel est l'intérêt d'aller voir une prostituée, pas vouloir mettre de préservatif, j'ai pas compris, mais bon. Les soucis d'argent font partie des raisons qui poussent de plus en plus de femmes à devenir travailleuses du sexe, explique Sakamoto Arata, directeur de Rescue Hub. C'est un centre d'aide pour jeunes prostituées dont je vous avais déjà parlé il y a quelques mois, qui s'occupe justement de les aider à sortir de là, ou au moins de les aider à travailler dans des bonnes conditions. Il explique, il y a 10 ans, les Japonais se prostituaient dans la rue. Cependant, depuis la pandémie de Covid et surtout l'ouverture du pays au tourisme de masse, les jeunes femmes se sont mises à vendre leurs services S à bas prix devant la demande croissante des touristes. Le yen est bas et la culture populaire globale fétichise la femme japonaise. Je pense que c'est l'une des raisons de l'augmentation du nombre de clients étrangers, rajoute-t-il. Un soir, récemment, une dizaine de femmes se détendaient dans un des bureaux confortables de Rescue Hub, mangeaient un morceau ensemble en chargeant leur téléphone pour retourner travailler dans la rue et accueillir les clients qui avaient réservé sur les applications. Elles sont en sécurité ici au moins, raconte Sakamoto.
car elles sont énormément exposées à des risques pour leur santé physique et mentale, de la violence, la propagation des maladies, des MST, des grossesses non désirées, des avortements, des naissances, etc. Certaines femmes sont victimes de violences parfois extrêmes, voire de meurtres, et les actes sont souvent filmés sans leur consentement. Les actes S, hein, pas les meurtres, non. C'est ce qu'il rajoute aussi, c'est ce que M. Sakamoto rajoute aussi. Il arrive très souvent, notamment avec les touristes d'Amérique du Nord, de ne pas être rémunérés pour leurs services, de se faire voler leur argent, dans certains cas extrêmes, et de se faire tabasser alors que le client part sans payer, car pas satisfait ou simplement pas envie de payer. Le Japon a accueilli un nombre record de 36,8 millions de touristes l'année dernière, en partie grâce à la faiblesse du cours du yen. Devant la très forte répression de la prostitution par la police japonaise depuis quelque temps, notamment depuis l'ouverture du pays, une jeune TDS, travailleuse du sexe de 18 ans, déclare « Il est devenu plus sûr de choisir des clients étrangers plutôt que japonais, car au moins nous sommes sûrs qu'il ne s'agit pas de policiers en civil. Le seul problème, c'est qu'ils sont souvent beaucoup plus violents que les clients japonais. » Seuls les services sexuels avec pénétration, c'est pour la rediff YouTube, sont interdits presque partout au Japon. C'est pas la prostitution, c'est l'acte de pénétration génitale, pas digitale. Et ce sont les travailleuses du sexe qui encourent des amendes, voire des peines de prison, et pas les clients. Voilà. Sakamoto, donc le patron du hub, a déclaré que l'instauration de sanctions juridiques pour les clients contribuerait à décourager la demande, y compris de la part, enfin, non, et surtout de la part, y compris et surtout de la part des non-japonais qui ont peur de la justice japonaise. Les autorités devraient également mener des campagnes de sensibilisation pour la prochaine saison touristique en plusieurs langues, européennes et asiatiques, dans les aéroports, les hôtels et les zones touristiques. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la police et du ministère. Voilà. C'est un nouveau problème qui émerge, causé par le surtourisme. Alors je pense que le pays va arriver à y faire face. Il faudrait que nos amis, les touristes européens, nord-américains, etc., et d'Asie aussi, eh bien, prennent conscience de leurs responsabilités, le temps d'un week-end, le temps d'une semaine, le temps de 2 semaines de tourisme, et des vies qu'ils risquent de briser, mais ça, je vous en ai souvent parlé. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite de ce projet de loi, et en tout cas de campagne de communication. Affaire à suivre. La deuxième nouvelle du jour nous conduit à Saitama, où un homme de 24 ans a été arrêté pour avoir assassiné une adolescente de 15 ans à l'entrée de son immeuble aujourd'hui. Selon la police, l'incident s'est produit dans la matinée de lundi, donc pour nous plus tôt, dans un immeuble de l'arrondissement de Sakura, environ 2 km à l'ouest de la gare de Minami-Ondo. La police a reçu un appel d'une personne qui se trouvait dans l'immeuble et qui a assisté à la scène, informant qu'une jeune fille avait été battue par un individu, puis poignardée près de l'entrée au rez-de-chaussée, près de l'entrée et du garage. La victime a été identifiée comme Tegara Reina. Alors je ne sais pas pourquoi son nom est sorti, parce qu'elle a 15 ans et normalement les noms ne sortent pas. Lycéenne en première année. Elle a été transportée à l'hôpital et son décès a été constaté environ 1 heure plus tard. Le suspect, lui, M. Taniechi Hiroyuki, s'est rendu chez un poste de police juste après, situé à moins d'1 kilomètre de là, juste après avoir commis son forfait. Il avait abandonné le couteau de cuisine sur place. On parle de 11 coups dans l'abdomen, la poitrine et le cou. Il est arrivé, il s'est rendu à la police dans un poste Koban, donc un petit poste de quartier. La police indiquait que ses vêtements étaient couverts de sang et que ses 2 mains saignaient aussi. Ensuite, les premiers résultats de l'enquête montrent que les deux entretenaient une liaison que lui voulait plus intime et qu'elle refusait depuis quelque temps.
Elle lui avait indiqué après quelques dates en toute innocence qu'elle ne voulait plus le voir. Lui l'a très mal pris, l'a harcelé sur les réseaux sociaux et devant l'école à plusieurs reprises et devant son refus répété d'entretenir une relation suivie avec lui, eh bien il a décidé d'aller l'attendre devant son immeuble, de la tabasser à mort. On a la police, les premières constatations du légiste ont relevé plusieurs fractures, mâchoire, etc. Et avant de la poignarder à mort. Il va être présenté au procureur là dans les jours qui viennent et en l'état, il reste que, vu que c'est un assassinat, il risque jusqu'à 30 ans de réclusion, étant donné aussi le jeune âge de la victime. Voilà, je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette horrible histoire. Affaire à suivre. Pour la nouvelle suivante, nous restons à Saitama où le corps d'une femme âgée non identifiée pour l'heure a été retrouvé vendredi dernier dans un fût, et oui, un fût métallique, d'une entreprise de recyclage de la ville de Yoshikawa dans la préfecture de Saitama. Selon la police, le corps se trouvait dans le fût depuis un certain temps, ne présentant aucune blessure externe, en ce moment à l'autopsie, a rapporté les journalistes et l'agence de police. Un employé de l'entreprise de recyclage a appelé la police vers 16h, donc vendredi dernier, après avoir aperçu une jambe humaine à l'intérieur du fût alors qu'il l'ouvrait pour en vérifier le contenu. La police a indiqué que le corps était habillé et recouvert d'une bâche bleue, donc vous avez l'habitude au Japon, tout ce qui est pour camoufler les villages de homeless, mais les meurtres, c'est de la bâche bleue. Une autopsie est en cours pour déterminer la cause du décès. On ne sait toujours pas si c'est un meurtre, un décès accidentel ou un décès à héritage, donc un héritier qui aurait caché la grand-mère pour continuer de toucher la pension. Le fût faisait partie des nombreux fûts récupérés par l'entreprise de recyclage le jeudi d'avant, donc la veille. Il a été récupéré dans un dépôt de coffres. Donc ce sont des garde-meubles principalement à Tokorozawa, après que l'entreprise a reçu une demande d'élimination de la part de l'exploitant du dépôt de coffre pour impayé depuis février. Voilà, donc encore une affaire très mystérieuse. C'est assez courant, que ce soit pour les meurtres ou pour certaines disparitions, de retrouver des corps dans des fûts, dans des barils, dans des containers, des petits containers. Malheureusement, il y a des précédents très tristes, notamment à Fota Junko, mais là, d'après ce que j'ai pu en lire et en voir, il semblerait que l'on soit effectivement dans la conservation, dans la dissimulation de corps pour héritage, c'est-à-dire, je me permets d'avancer mon avis, mais il me semble bien qu'on est dans le cas d'une personne, d'une famille peut-être qui a perdu la grand-mère, qui l'a tassé dans un fût et l'a mis au garde-meuble pour continuer à toucher la pension jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais mort s'en est suivi, bien entendu. Enfin, en tout cas, je vais suivre cette affaire d'un œil distrait parce que c'est pas l'affaire du siècle, mais c'est quand même assez représentatif de ce qui peut se passer. Décidément, j'y arrive pas. De temps en temps, dans ce beau pays qui fut le mien. Allez, affaire à suivre. L'actualité suivante nous conduit en Chine. Et oui. Il y a quelque temps de cela, je vous en avais parlé, mais je vais vous lire la brève telle que je l'ai résumée. Un Chinois reconnu coupable d'avoir tué une femme chinoise aussi et blessé 2 ressortissants japonais lors d'une attaque au couteau à un arrêt de bus près de Shanghai l'année dernière a été exécuté à peine capitale. Ont annoncé jeudi les responsables porte-parole du gouvernement japonais. Le ministre chinois des Affaires étrangères a informé mercredi l'ambassade du Japon à Pékin que l'homme avait été exécuté selon les responsables. Voilà, donc c'est une affaire qui traînait depuis très longtemps, l'affaire de l'arrêt de bus de Shanghai, où ces deux ressortissants avaient été grièvement blessés par ce forcené qui a attaqué personne au couteau.
La personne en question, monsieur, alors je ne sais pas du tout prononcer les noms chinois, ne m'en voulez pas, monsieur Zhu Jiaisheng, a poignardé une mère de famille japonaise et son enfant, qui heureusement sont sortis, et tué Hu Yuping, un employé de bus chinois venu à leur secours à l'arrêt de bus scolaire. C'était dans la province de Jiangsu en juin dernier. Le tribunal l'avait condamné à mort en janvier. Crépi de dette, le monsieur ne voulait plus vivre, selon un responsable du gouvernement japonais citant la décision de justice. Il a donc décidé d'attaquer des gens au hasard dans la rue, ciblant de façon plus précise des ressortissants japonais pour des raisons historiques. Voilà. Le tribunal n'a pas retenu cette motivation. Le tribunal populaire intermédiaire de Suzhou n'a pas retenu cette mention aggravante, donc mention de racisme, dans son jugement. Le secrétaire général du cabinet japonais de la justice, M. Hayashi Yoshimase, a déclaré à Tokyo que le gouvernement reconnaissait la gravité de l'exécution, la gravité du crime justifiant l'exécution, pardon, j'ai pas pris le temps de la traduire, ajoutant que le crime était absolument intolérable et que le gouvernement japonais appuyait la décision d'avoir condamné l'assaillant à mort. Cette affaire suivie d'une autre agression mortelle au couteau par un ressortissant chinois contre un écolier japonais à Shenzhen, c'était un fils de diplomate si je me rappelle bien, dans le sud du pays en septembre dernier, avait suscité une attention considérable au Japon, alimentant les inquiétudes quant à la sécurité des ressortissants vivant en Chine, et de plus en plus d'ailleurs. L'agresseur de Shenzhen a également été condamné à mort en janvier et attend son exécution. Le ministre des Affaires étrangères japonais a aussi déclaré, dans le cadre de l'agresseur de Shenzhen, que la condamnation à la peine capitale était tout à fait justifiée et approuvée par le Premier ministre et le gouvernement japonais. Voilà. Je ne m'attendais pas à la rapidité de l'exécution, pardon, je devrais pas rire. En tout cas, on voit qu'il y a une vraie complicité pour ce qui est de la peine capitale entre le Japon et la Chine. On ne connaît pas exactement le nombre d'exécutions qu'il y a chaque année en Chine, ça reste assez mystérieux. En tout cas, je vois quand même passer assez régulièrement des brèves sur les journaux japonais quant à des exécutions de ressortissants chinois, voire japonais parfois. Mais je ne manquerai pas de vous tenir au courant des suites de cette affaire, donc par rapport à l'agresseur, au meurtrier, pardon, de Shenzhen. Affaire à suivre.